Né dans le feu. Il a la beauté de l'acier. C'est une arme autant qu'une œuvre d'art. Produit d'une tradition bien vivante, d'un art de la forge inégalé et de la ferveur religieuse, le katana est l'arme la plus tranchante qui existe. Symbole de pouvoir, d'esprit martial et d'honneur, il représente l'âme du samouraï japonais. Dans une vallée, où d'après la croyance populaire, le dragon grimpe à l'assaut des nuages, un prêtre appelle à la prière du soir. Au Japon, la nature est peuplée d'innombrables esprits et divinités. Nulle part ailleurs, on ne ressent autant leur présence que dans les montagnes de Shimane, berceau de la fabrication du sabre japonais. Nitoho Tatara. C'est le nom du dernier atelier japonais où l'on produit encore, comme il y a 1000 ans, le tamahagane, l'acier spécial utilisé pour la fabrication des sabres japonais. À 69 ans, Akira Kihara est l'un des derniers Murage, ces maîtres fondeurs capables de produire le précieux métal. Chaque hiver, il convoque ici une équipe qui rassemble tous les éléments indispensables pour fondre l'acier japonais. Dans les anciens mythes, le four était symbolisé par un dragon qui crachait le feu, souillait les cours d'eau et détruisait les forêts. Il est vrai que le feu engloutit une quantité incroyable de charbon de bois. En 3 jours, ces fourneaux en absorberont pas moins de 13 tonnes. À cela s'ajoutent les 8 tonnes de sable ferrugineux extraits des montagnes japonaises. À la différence du minerai de fer, ce sable contient moins de phosphore et de soufre, ce qui en fait une matière première idéale pour réaliser un acier qui ne doit ni rouiller ni se briser. Des tubes en bambou gainés d'argile servent à insuffler de l'air dans le fourneau pour alimenter le feu en oxygène. Les trous percés juste au-dessus doivent être régulièrement nettoyés, car c'est le seul moyen de voir ce qui se passe dans le fourneau. À travers ces trous, on aperçoit le lit du feu. Le sable ferrugineux que j'ai versé en haut met environ 1 heure pour s'écouler jusqu'au fourneau et se mêler au charbon de bois. En regardant à travers les interstices du fourneau, on peut voir si le sable se transforme bien en acier tamahagane. Maître Kihara doit s'en remettre à son expérience. Il observe la couleur des flammes et surveille le crépitement du feu. On ne trouve ici aucun outil moderne. Le tatara est comme un être humain. On doit le nourrir de sable et de charbon de bois, puis il digère. Vient alors au monde un bel acier tamahagane. À l'époque médiévale, fondre l'acier était un acte sacré qui ne s'accomplissait qu'après avoir revêtu l'habit blanc des prêtres afin de se concilier la capricieuse déesse du métal, Kanaya-no-shin. De nos jours, Maître Kihara ne porte plus la tenue des prêtres. Pour lui, la déesse n'en est pas moins bien présente. Un petit autel lui est consacré, d'où elle peut observer le travail de la fonderie.
Les hommes doivent pelleter à la main près de 21 tonnes de charbon de bois et de sable. Au bout de 3 jours et 3 nuits, les pieds sont endoloris. La poussière de charbon brûle les yeux. Ceux qui ont besoin de faire une pause peuvent aller boire une tasse de thé vert dans la pièce attenante. Maître Kihara, lui, se passe de thé. Après 50 heures de travail, il maintient la veille sans quitter le feu du regard. Il est 5 heures, au matin du 3e jour, lorsque Maître Kihara décide que le moment est venu de vider le creuset. À l'intérieur du fourneau, la température atteint 1500 degrés. La chaleur est à peine tenable. Armés de grandes pinces en bois, les hommes se mesurent à une gangue de charbon hérissée de flammes et libèrent la matière contenue dans le ventre du tatara. Le noyau d'acier chauffé à blanc, le tamahagane. Louée soit la déesse, tout s'est bien passé. Après 70 heures au milieu de la fournaise et de la poussière de charbon de bois, les hommes sont heureux de boire une gorgée de saké. Mais le travail n'est pas terminé. Oui, j'ai vu le bloc, c'est un bel acier. Je suis soulagé, je suis vraiment content. Au lever du jour, les hommes découvrent ce que la déesse leur a accordé. Un noyau d'acier de 3 mètres de long sur 2 mètres de large. Il aura fallu près de 23 tonnes de sable et de charbon de bois pour fondre ce bloc de 3 tonnes. C'est parce que la fabrication du tamahagane requiert autant de temps et de matériaux qu'il est pratiquement 200 fois plus cher que l'acier courant. Les spécialistes reconnaissent sa qualité à sa couleur. Seul l'acier situé en périphérie du bloc pourra servir à la fabrication des sabres, du fait de sa plus forte oxydation. Il s'agira maintenant de débiter cette précieuse matière et de la répartir entre les différents forgerons. C'est comme si l'un de mes propres enfants venait de naître. Je suis heureux d'avoir créé un acier de cette qualité. J'ai l'impression de voir le visage de mon fils. Dans le Japon ancien, le katana, sabre des samouraïs, n'était pas simplement une arme. C'était également un symbole de statut social. Un seigneur pouvait intégrer à la puissante caste des guerriers un soldat qui l'avait bien servi. C'est à cette occasion qu'il lui remettait le katana. En tant que samouraï, il se devait alors de défendre en toute heure et contre tous les ennemis l'honneur et la quiétude de son maître, au risque d'y perdre la vie. À partir du moment où il lui avait été remis, le sabre ne quittait plus son propriétaire. Il incarnait aux yeux du samouraï un pouvoir presque spirituel, qui était censé le protéger des attaques et des épreuves jusqu'à la fin de ses jours. Avant de forger un sabre,
il convient de se purifier l'esprit. C'est pourquoi Sadatoshi Gasan commence sa journée en faisant une prière. Ses ancêtres déjà étaient des bouddhistes très pratiquants, qui faisaient l'ascension du mont Gasan pour aller prier avant de débuter leur journée de travail. Ce sabre court a été forgé par mes ancêtres il y a 500 ans. On reconnaît sur la lame un motif qui est la marque de fabrique de notre famille. Cette technique est parvenue jusqu'à moi et j'estime que c'est mon devoir de la transmettre à mon fils afin qu'elle ne disparaisse pas. Ce jour-là, il reçoit un paquet qu'il attendait depuis longtemps. Il contient le tamahagane de Maître Kihara. Maître Gasan recommande à son premier assistant et à son fils d'en prendre bien soin. Il ne faut pas en perdre un gramme. Après plusieurs semaines d'attente, le travail du forgeron peut enfin commencer. Il s'agit tout d'abord de chauffer le tamahagane, puis de le marteler pour le débiter en petits morceaux. Une tâche qui nécessitera plusieurs heures de travail. On brise ces morceaux d'acier tamahagane en petits morceaux. On les regarde sur la tranche et on les trie en fonction de leur teneur en carbone. On réunit alors le tout en un bloc qu'on chauffe sur un feu de charbon de bois. Les gaufrettes de tamahagane sont ensuite empilées sur une plaque d'acier et recouvertes de papier doré. Durant toute l'opération de forge, ce bloc sera constamment aspergé d'eau argileuse et de cendres. Cette méthode permet d'éviter les inclusions d'oxygène à la surface du métal, ce qui pourrait plus tard faire rouiller la lame. Le martelage régulier a pour effet de répartir de façon homogène le carbone dans l'acier, tout en chassant les bulles d'air et les impuretés. Une importante quantité de matière est ainsi perdue. La lame terminée peut peser jusqu'à 700 grammes de moins que le poids initial d'acier brut. Ils ont été éliminés à coups de marteau. Pour être sûr de faire sortir les impuretés logées dans la masse du métal, il faut étirer et plier le bloc d'acier avant de reprendre le martelage. Cette opération longue mais indispensable doit être reproduite une bonne quinzaine de fois et peut durer une bonne semaine. Chaque pliage multiplie le nombre